l'addiction. Salut à tous! Dans ma dernière notif, je vous ai parlé du fonctionnement du circuit de la récompense et pourquoi la dopamine, qui en est son moteur, nous est vitale. Et ça, on avait dit que c'était le côté clair de la force. Et aujourd'hui, je vais vous parler du côté obscur de sa force, qui est l'addiction. Et qui sait, c'est peut-être l'étape d'après qui me guette d'ailleurs avec mon téléphone. Et c'est Serge Ahmed, qui est spécialiste dans les addictions et du rôle qu'elles ont sur le cerveau, qui a répondu à toutes mes questions. C'était encore une fois passionnant. Que la force soit avec vous. On a cet individu qui est dans un environnement pas trop riche en opportunités, avec pas trop d'activités alternatives ou de perspectives. Chez cet individu, effectivement, la capacité du smartphone avec certaines de ses applications à activer les neurones dopaminergiques peut effectivement le conduire à s'enfermer dans un usage excessif qui se fait au détriment de tout le reste. Par exemple, les devoirs à l'école, les relations amicales, les relations intrafamiliales, etc. La première chose que j'ai voulu savoir, c'était à partir de quand on peut se dire qu'on est addict à notre téléphone, à du chocolat ou à TikTok par exemple. Quand un individu prend conscience que l'usage devient excessif et problématique, qu'il émet le désir de reprendre le contrôle sur ces usages et qu'il se rend compte qu'en fait, il n'est pas vraiment capable à lui seul de réguler cet usage ou cette consommation. Là, on commence à parler d'addiction. Donc, une fois qu'on est addict, est-ce qu'on peut dire que la dopamine a sa part de responsabilité ou pas du tout ? Le truc, c'est que dans les addictions, on se focalise sur le neurone dopaminergique parce que historiquement, on a découvert que toutes les drogues, toutes les substances qui peuvent générer chez l'homme une addiction ont la capacité de modifier l'activité des neurones dopaminergiques. Mais ça, c'est que la première étape d'un long processus qui va éventuellement conduire chez certains individus au développement de l'addiction. On va dire que c'est une étape nécessaire, mais pas nécessairement suffisante pour le développement de l'addiction. D'accord, mais si la dopamine ne suffit pas, quels sont les autres facteurs qui vont faire qu'on va être plus vulnérable à développer une addiction au téléphone portable, aux jeux vidéo ou à l'alcool par exemple ? Donc là, on va devoir remonter dans l'histoire de l'individu. On va même prendre en considération ce qui s'est passé in utero, d'accord ? Donc avec les consommations de la maman, mais également l'environnement de la maman pendant la gestation, donc les stress qu'elle va subir, du conjoint ou de la famille, etc. Tout ça, ça va générer des facteurs biologiques qui vont influencer le développement in utero, qui va créer des vulnérabilités prénatales. Ensuite, donc, on a tous les traumatismes infantiles, toutes les violences faites aux enfants, physiques, les abus sexuels, etc. C'est très connu, hein, c'est vraiment des facteurs de vulnérabilité très puissants pour éventuellement développer des addictions plus tard, mais également les environnements dans lesquels vous allez vous développer et évoluer, les entourages que vous allez rencontrer, etc. Les valeurs culturelles que vous allez intégrer qui vont programmer votre cerveau. Hein. Pour prendre un raccourci très rapide, les valeurs culturelles, c'est comme si c'était des applications qu'on vous mettait dans votre cerveau, qui va structurer votre perception du monde, etc. Donc, si vous avez une application culturelle favorable aux expériences pharmacologiques, bien vous avez, on va dire, un petit facteur supplémentaire qui va faire que vous allez, si vous avez déjà préalablement une vulnérabilité biologique, peut-être développer plus facilement une addiction. Donc effectivement, il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération, mais la question que je me pose, c'est de savoir s'il existe aussi un gène de l'addiction que des parents pourraient transmettre à leurs enfants, par exemple. Effectivement, les récepteurs dopaminergiques font partie, les gènes codants pour les récepteurs dopaminergiques font partie justement des éléments de construction de ce circuit dopaminergique. Et on a découvert effectivement que des polymorphismes génétiques au niveau de ces gènes pouvaient augmenter la vulnérabilité face à l'addiction. Mais qu'on soit bien d'accord, Marion, c'est un tout petit pourcentage de la vulnérabilité, d'accord ? Donc, c'est pas ça qui va, on va dire, vous déterminer votre trajectoire addictive.
Un gène n'a d'influence sur un comportement que dans un environnement donné. Parce que pour s'exprimer, en fait, il va passer par plusieurs étapes et l'environnement va jouer un rôle dans la régulation de son expression. En restant sur le terrain de la génétique, est-ce qu'il y a des personnalités qui sont plus ou moins vulnérables que d'autres à développer une addiction? Les traits de personnalité vont plutôt orienter le type d'addiction que vous allez développer plutôt que votre vulnérabilité à l'addiction de façon générale. Pour être très concret, la personne timide et anxieuse, si par exemple elle ne trouve pas dans son environnement des sources qui vont lui permettre de faire face à cette anxiété chronique, elle va peut-être avoir tendance à utiliser une substance comme l'alcool pour finalement calmer cette anxiété dans des contextes sociaux où c'est important pour elle. Par exemple, quand elle va sortir, si elle ne boit pas d'alcool, elle est très anxieuse, donc elle ne va pas pouvoir interagir avec les gens qu'elle veut. Donc elle va boire de l'alcool, ça va réduire l'anxiété, elle va interagir beaucoup plus socialement. Et ça pourrait éventuellement la faire basculer dans une addiction. La personne qui est en recherche de sensations, de nouveautés, elle va peut-être plutôt avoir tendance à développer une addiction vis-à-vis justement de ces jeux qui vont créer des sensations en permanence, toujours nouvelles, etc. Ou développer plutôt une addiction à des drogues stimulantes comme les amphétamines ou la cocaïne, etc. Et est-ce qu'on peut dire que l'âge conditionne le fait qu'on devienne addict? Oui, très clairement. Quand on regarde en fait l'histoire, on voit qu'en fait le problème de l'addiction surtout émerge chez les jeunes adultes. Juste voilà, au milieu de l'adolescence, début de la vie adulte, au moment précisément où les individus doivent trouver leur place dans la société, en plein de doutes, de questionnements, d'angoisses par rapport au futur, etc. La vie adulte, c'est toujours un peu problématique. Et là, c'est là qu'on a des individus qui éventuellement ratent un peu le coche de l'entrée dans la vie adulte et tombent dans l'addiction. Du coup, est-ce que le fait que le cerveau n'ait pas atteint sa maturité à cet âge-là est aussi un facteur de risque face à l'addiction? À l'adolescence, il y a ce décalage entre un système de récompense très actif et un système frontal de régulation des comportements qui est toujours en développement. Et donc, si on consomme une drogue au moment de ce décalage, effectivement, on a plus de chances de perdre le contrôle, entre guillemets. Mais Marion, je vous rappelle que ce décalage, il est observé chez tous les adolescents. Donc, à lui-même, toujours pareil, il n'est pas suffisant pour expliquer pourquoi certains vont succomber à l'addiction et pas d'autres. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut développer des addictions à tout ou pas? Si on prend par exemple le cas extrême de quelque chose qui serait totalement incapable d'activer les neurones dopaminergiques, il n'y aurait quasiment aucun potentiel addictif associé à l'objet ou à l'activité en question. En revanche, si vous avez une activité ou un objet qui stimule très fortement le circuit dopaminergique d'une manière inhérente, là, vous avez un potentiel addictif très important. Est-ce qu'on peut comparer deux addictions entre elles? Par exemple, l'addiction qu'on pourrait avoir avec une drogue dure comme l'héroïne à celle qu'on pourrait avoir avec son téléphone portable. Bien, il est clair qu'avec l'héroïne, comme on a un risque de surdosage et de mort, l'héroïne est probablement à considérer d'une manière plus sérieuse. Si on parle d'autre chose maintenant, qu'on parle de potentiel addictif, de pourcentage d'individus qui peuvent développer une addiction au smartphone quand ils l'utilisent, ou d'individus qui peuvent développer une addiction à l'héroïne quand ils l'utilisent, là, je dirais que pour l'héroïne, c'est à peu près un quart des consommateurs qui développent une addiction. Je suis presque sûr qu'on n'a pas 25% des utilisateurs de smartphones qu'on peut qualifier d'addicts. Maintenant, imaginons que je sois devenue addict au chocolat, que je peux plus m'en passer et que je suis prête à prendre tous les risques possibles pour trouver ma tablette. Imaginons, hein. Pas mal du tout ce chocolat 80%, hein. Le 85 est pas mal aussi, hein. Est-ce que quelqu'un a du 70% par hasard? Ouais, j'aimerais bien comparer en fait. Chocolat blanc? Non. Cigarette en chocolat? Charlie et la chocolaterie, bonjour! Eh bien, est-ce que je peux me faire soigner? Est-ce qu'il existe un moyen chimique de contrer toute cette dopamine qui me rend totalement accro? Malgré toutes les connaissances qu'on a accumulées sur ce circuit dopaminergique, on ne sait pas comment agir dessus, ni pharmacologiquement, ni par d'autres moyens, d'une manière suffisamment spécifique pour enlever l'addiction sans toucher tout le reste.
Imaginons quand même qu'on ait trouvé ce fameux antagoniste à la dopamine et que je le prends. Qu'est-ce que ça me ferait? Si je prends un antagoniste dopaminergique, je bloque tous les récepteurs dopaminergiques, c'est sûr que je vais vous enlever votre envie de consommer, mais le problème, c'est que vous n'allez avoir aucune envie, vous allez être apathique, amotivationnel, vous n'avez plus aucune capacité de faire autre chose. C'est pas ça le traitement de l'addiction qu'on recherche. Idéalement, c'est de faire en sorte que l'individu, finalement, redéveloppe un répertoire comportemental et d'activités divers et variés, équilibrés, qui soit satisfaisant pour son bien-être et celui de son entourage, et qui soit idéalement aussi utile à la société. Ok, donc la piste du médicament miracle, c'est pas ça du tout. Du coup, je fais quoi pour m'en détacher? Il doit bien y avoir d'autres solutions pour que je sorte de cette choco-addiction, non? On a effectivement, Marion, toute une batterie de possibilités, des thérapies cognitivo-comportementales. On peut agir sur les motivations. On peut utiliser, donc, par exemple, pour les opiacés, des traitements de substitution. Pour des personnes dépressives, chez qui la dépression joue un rôle dans l'addiction, on peut utiliser un antidépresseur. Enfin, on a après toute une batterie d'interventions. Moi, je suis assez optimiste par rapport à des méthodes de méditation de pleine conscience, de thérapie cognitive et comportementale, de reprogrammation du cerveau en quelque sorte, pour développer des compétences qui vont utiliser la plasticité synaptique pour permettre à l'individu d'avoir à nouveau un contrôle sur son comportement et de choisir ses habitudes plutôt que de les subir, ce qui est le cas dans les addictions. J'espère que cette notif vous a plu. Un grand merci à Serge Ahmed, François Georges et à Michael Loureiro de m'avoir éclairé sur ce sujet passionnant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et si vous aussi vous avez vos petites addictions. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette notif et de la partager. Je vous laisse, je dois y aller. Guillaume, fin de notif. Chocolat, non? Ah, merci Guillaume.